Oui, ben, si on est lacanien, en fait, il n'y aurait pas de différence. Il y aurait une structure psychotique qui préexiste à la décompensation de la maladie. Bon, c'est-à-dire qu'on retrouve dans la psychose de l'enfant le fait du rapport au grand hôte qui serait à peu près le même, c'est-à-dire quelqu'un qui le persécute, qui s'intéresse à lui et qui le prend dans les raies duquel lui, le sujet, il ne peut pas échapper. Hein. Mais moi, ce que je trouve quand même dans la pratique intéressant, c'est que quand on s'intéresse chez l'enfant, la psychose de l'enfance, on la reconnaît bien, comme toute structure psychotique, mais quand on s'intéresse par exemple à l'adolescence, et le fait qu'il y ait une phase pré-psychotique, c'est quand même très difficile de voir la différence entre une phase pré-psychotique et une organisation névrotique. Donc en fait, on est un petit peu gêné par des critères qui seraient des critères qui donnent un pronostic. Parce qu'actuellement, aux États-Unis, ils font beaucoup d'études pour essayer de trouver des critères pronostiques. Et pour le moment, dans les signes, en tous les cas évidents de la psychose, ça ne marche pas. Maintenant, on peut quand même dire qu'il y a un certain rapport à l'étrangeté des associations qui, quand on écoute des gens qui vont devenir psychotiques, en tous les cas, avant la décompensation psychotique à proprement parler, il y a une période où on entend bien qu'il y a une étrangeté des associations, une difficulté d'accès à la métaphore, avant même que le délire, à proprement parler, soit apparu. Mais durant l'enfance, pour savoir si un tel va devenir schizophrène ou pas, pour le moment, moi je trouve qu'on n'a pas les moyens, et je ne suis pas la seule, à définir ça. Maintenant, on a accédé, là où je travaille, à un exposé de Zermatt. Lui, il pense qu'il y a un étayage d'imitation et un étayage par l'autre qui, au moment où cet étayage disparaît, fait que la psychose apparaît sur des structures psychotiques. Donc il pense que la puberté peut faire particulièrement décompenser les schizophrénies, mais que les schizophrénies peuvent décompenser à n'importe quel âge, au moment où l'étayage de l'autre s'écroule, ou le moment où un adolescent va être confronté à un premier amour, où il va être confronté à des performances qu'il ne peut pas faire, quelque chose qu'il travaille au niveau de ce qu'il a d'abord décrit comme quelque chose qui serait accéder à un certain ordre symbolique qu'il ne peut pas faire. Mais bon, c'est vrai qu'on peut penser rétrospectivement qu'il y avait déjà des signes d'une certaine structure psychotique chez le schizophrène, par exemple, rétrospectivement. Enfin, c'est quand même un peu curieux qu'on n'arrive pas à trouver des signes pour faire la prospective. Ben, moi, l'adolescence m'a appris beaucoup de prudence, parce que même pendant l'adolescence, il peut y avoir des phénomènes très atypiques et qui vont être la première amorce d'une maladie mentale ou se résoudre passer l'adolescence. Donc je crois qu'il faut rester extrêmement prudent sur les signes pronostiques. Et du coup accepter qu'on ne sait pas forcément, il y a des âges différents, il y a des enfants qui sont psychotiques, on le sait dès le début, d'autres ça sera à l'adolescence, et l'adolescence, ça ne donnera pas forcément une maladie mentale. Il y a des choses qui peuvent être des hallucinations, dont on dira qu'elles ne sont pas psychotiques, mais à l'adolescence, souvent, on ne sait pas exactement si ça va devenir une maladie mentale ou pas.
toute grande prudence. Et alors chez l'adulte, bien sûr, vous savez qu'il y a souvent ce qu'on appelle les anciennes psychoses maniaco-dépressives, qu'on appelle maintenant les troubles bipolaires, ou la paranoïa qui se déclenche plutôt chez l'adulte. Donc avec moins de dissociation et un début plus tardif. Voilà. Moi je vais juste ajouter, schématiquement, on disait que dans la psychose infantile, le symbolique, le réel, l'imaginaire, les catégories lacaniennes n'avaient pas été nouées entre elles chez l'enfant. Et que le travail thérapeutique, c'était de permettre qu'il y ait un nouage, qu'il y ait possibilité que le nœud se fasse. Alors que dans la psychose adulte, c'est que le nœud se défait. Il y avait un nœud qui marchait plus ou moins, ce qu'on appelle une suppléance, et puis d'un seul coup, un peu comme ce que disait Dominique, sous l'impact d'un événement déclencheur, le nœud se défait. Donc on n'est pas dans faire en sorte que le nœud se fasse. Chez l'enfant, il ne s'est jamais fait. Alors que chez l'adulte, il y a quand même eu, parce sauf ceux qui sont vraiment restés psychotiques depuis l'enfance, mais il y a quand même une phase où ils n'étaient pas apparemment psychotiques. Mais en même temps, ce sont des schémas qui ne sont pas toujours, je dirais, cliniquement utiles. Mais c'est une chose qu'on disait habituellement en tout cas moi, qu'on m'avait appris quand j'avais travaillé la différence entre la psychose chez les enfants et la psychose chez les adultes. Alors Xermac dit que le nœud qui tient finalement, ce ne serait pas le travail d'identification, ce serait un travail d'étayage par quelqu'un qui ne serait pas justement un processus d'identification. Et donc il pense que c'est pas ce qui fait tenir le nœud pendant l'enfance en fait, qui serait la caractéristique de sujets qui vont décompenser leur psychose plus tard, serait quelque chose de l'ordre d'un collage finalement à l'autre et pas d'une identification symbolique. Le contrôle, oui, c'est une formulation qui peut tout à fait être intéressante. Le contrôle, ça vise essentiellement à ce que la personne qui se soumet au contrôle, ce qu'on appelle le contrôlant, teste son désir d'analyste. C'est-à-dire qu'il parle de sa pratique et qu'au travers des formulations de sa pratique, il voit s'il est en mesure, je dirais, de soutenir un désir d'analyste, et en particulier de soutenir l'incomplétude au niveau du savoir que ça implique, et surtout l'impact et les effets du transfert, qui sont extrêmement importants. Et il n'y a pas de psychanalyse sans transfert, et le transfert est, je dirais, à la fois c'est paradoxal, on en parlera demain, mais c'est à la fois le moteur et le frein de la cure. Mais, en ce qui concerne le psychanalyste, c'est supporter les effets du transfert. Et si vous réfléchissez, ce qu'on appelle les psychothérapies brèves, c'est-à-dire qui sont de plus en plus à la mode, ou en tout cas qui ont été à la mode à une époque où au lieu de faire une longue psychanalyse qui dure des années, on préconisait des thérapies plus brèves, etc. Mais ces thérapies brèves, elles peuvent être efficaces, hein. D'ailleurs, beaucoup de choses peuvent être efficaces dans le domaine de la psychothérapie, mais elles peuvent être efficaces, c'est pas ça que je comptais. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une forme d'évitement du transfert. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose de bref, la plupart du temps, on évite l'impact et je dirais, les effets du transfert. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on ne peut pas faire une psychanalyse brève. On peut éventuellement faire une psychothérapie brève, mais une psychanalyse brève, ça n'a pas de sens. Une psychanalyse dure le temps que le transfert se déploie, le temps qu'il soit élaboré et le temps qu'il soit épuisé. C'est-à-dire, ça met pour chacun, selon son histoire, selon sa configuration psychique et selon les modalités de la cure, ça peut mettre
un certain temps, ou un temps plus long, ou un temps encore plus long, mais je veux dire que ça ne peut pas être autrement. La psychanalyse, c'est le transfert, et le transfert, c'est la psychanalyse. Et c'est ça que, dans un contrôle, on va, je dirais, se mesurer à ce type d'impact. Et chaque personne que j'ai en contrôle, j'entends bien à quel point la question du transfert est tout le temps présente. Et au début de la cure, elle peut être effectivement extrêmement dramatique, extrêmement difficile, mais tout au long de la cure, la question du transfert se pose. Et c'est ce maniement du transfert, le fait de supporter le transfert, qui, d'une certaine manière, on en témoigne quand on a un désir d'analyste. Et c'est cette possibilité de soutenir un désir d'analyste, et c'est ça qui est à contrôler. C'est pas tellement la technique qui est à contrôler, c'est pas tellement le savoir-faire qui est à contrôler, mais c'est le désir d'analyste. Savoir si on peut le soutenir jusqu'au bout, avec éventuellement, je dirais, la grande difficulté, je pense qu'il y a une question plus tard là-dessus, la grande difficulté qu'il y a justement à supporter, je dirais, le fait que on est rejeté en fin d'analyse par l'analysant. On n'est plus, je dirais, en position. C'est chaque fois qu'un analysant arrête son analyse, je parle dans les bonnes conditions, hein, je ne parle pas d'un arrêt, je dirais, où on est plaqué en quelque sorte, mais il y a toujours quelque chose qui est très difficile à supporter pour l'analyste. Et c'est ça aussi qu'on va, je dirais, mesurer dans le contrôle. Ce que Lacan appelait d'un mot un peu, je dirais, hegelien ou heideggerien, le désêtre, mais moi je le ressens chaque fois qu'un analysant a terminé son analyse, je sens très bien qu'il y a une forme d'abandon, entre guillemets, et c'est ça aussi qu'on travaille dans le contrôle, hein, de ne pas prolonger excessivement les cures, parce qu'on ne supporte pas cet effet, je veux dire, de la chute du transfert. Là, ce n'est pas les effets du transfert, mais c'est les effets de la chute du transfert. Voilà, je réponds à peu près, j'espère, à votre question, qui est quand même assez vaste. Hein. C'est une question clinique. Je pense que la rivalité... alors, je ne sais pas ce que veut dire la rivalité au phallus, parce que, au fond, la question, c'est... il n'y a pas véritablement de signifiant de la différence des sexes. Il y a un signifiant unique, qui n'est même peut-être pas un signifiant, qui est le phallus. C'est-à-dire qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on est confronté à la question phallique. On n'est pas confronté de la même façon, mais on est confronté à la question phallique. Alors, je dirais, c'est une des grandes trouvailles de Lacan. Freud disait qu'il y a une limite à l'analyse qui est le roc de la castration. Lacan pensait qu'on pouvait aller un petit peu plus loin. Peut-être qu'il n'a pas véritablement démontré l'affaire, mais il a pensé qu'on pouvait aller un peu plus loin. Et en particulier, il a pensé qu'on pouvait, je dirais, que ce roc de la castration, c'était simplement, chez les femmes, le pénis-nide, et chez les hommes, le refus de, je dirais, la castration par le père. Et donc, d'une certaine façon, tant qu'on est dans la rivalité phallique, on est, je dirais, dans quelque chose qui est soit le refus de la féminité pour certaines femmes, pour certains sujets femmes, soit éventuellement le refus, je dirais, de la dette à l'égard du père, de la castration, la peur finalement d'être, entre guillemets, sodomisé par le père, qui fait qu'on est tout le temps dans cette, je dirais, dans cette quête phallique qui permet d'échapper à cette question. Mais chez l'obsessionnel, je dirais, c'est plutôt, comment dirais, au moment où il est identifié au phallus que quelque chose est insupportable dans la clinique. C'est-à-dire quand il est identifié au phallus, on le voit bien dans la clinique de l'Omora, la fameuse observation de Freud, c'est au moment où justement il est identifié au phallus que quelque chose est insupportable et que les obsessions arrivent avec une grande importance. Et ça arrive aussi,
je dirais, quand il est dans une rivalité phallique avec un autre homme. À un moment donné, il est dans une rivalité phallique à propos d'une femme, et à ce moment-là, il a une véritable flambée de compulsion, il se met à courir, un peu comme un jogger moderne, mais de façon compulsive. Et bon, il y a un jeu de mots qu'a très bien repéré Freud en allemand entre, je ne sais plus exactement le mot, mais enfin c'est entre, il s'agit de maigrir, et en réalité c'est le nom en anglais du rival, c'est le même mot pour dire devenir maigre, donc il court pour essayer de devenir maigre, pour s'amaigrir, et en même temps, en réalité, c'est le prénom, c'est Dick, qui est le prénom du rival en question à propos à l'égard le rival par rapport à cette femme. Donc c'est vraiment un jeu de signifiants. On voit bien là que la question phallique est complètement au premier plan pour ce patient, mais dans la rivalité phallique, je dirais là, il essaye de jouer du signifiant, je dirais de la métonymie signifiante pour pouvoir, je dirais, supporter la rivalité phallique. C'est-à-dire il veut devenir aussi Dick que Dick, c'est-à-dire aussi maigre en fait que Dick lui-même. Mais le jeu signifiant lui est évidemment, avant que Freud ne lui révèle, il n'est pas conscient chez l'homme rat. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question de la rivalité au phallus, mais ce que je veux dire, c'est que la question phallique est une question fondamentale, c'est vraiment la trouvaille majeure de Freud avec je dirais, ce phénomène de la castration. Et pourquoi il y a la castration? Parce que le problème, il est, je dirais que le phallus fait passer de l'être à l'avoir. C'est-à-dire que tant qu'on est dans la question de être le phallus, comme on a pu l'être pour la maman, en tout cas dans un fantasme, à ce moment-là, on n'est pas dans la rivalité phallique, on est tout, on est tout. On est effectivement dans une sorte je dirais, d'imaginaire infantile, où on est tout. Et c'est la castration qui amène, je dirais, la question de l'avoir ou de ne pas l'avoir, et à ce moment-là se pose la question de la rivalité. C'est-à-dire que on est dans la compétition phallique. Et il y avait un très beau jeu de mots de Lacan qui disait que les femmes, de plus en plus, s'enrôlaient dans l'armée du phallus. C'est-à-dire que les femmes, pendant très longtemps, avaient un statut, je dirais, mineur, du fait de l'organisation de la société, et avec la modernité où elles ont accès, elles ont été émancipées, elles ont l'égalité des droits avec les hommes, et ben elles s'engagent dans l'armée du phallus, de la même façon que non seulement dans l'armée tout court, mais dans l'armée du phallus. Et je trouve ce jeu de mots extrêmement parlant. C'est-à-dire que finalement, la rivalité phallique, ce n'est pas une rivalité entre deux hommes ou entre deux femmes, c'est aussi une rivalité maintenant entre les sexes. Tout le monde s'est engagé dans l'armée du phallus. Alors évidemment, l'hypothèse que les femmes auraient une jouissance autre, c'est une hypothèse que Lacan a fait, mais j'ai envie de dire cliniquement, elle est quand même très difficile à repérer. À part chez les mystiques peut-être, mais chez la patiente lambda, j'ai l'impression que les femmes, comme les hommes, sont entièrement prises dans la question phallique et que je ne perçois pas, enfin, elles s'y engagent autrement du fait qu'elles n'ont pas je dirais, le même rapport anatomique à la question phallique, mais au bout du compte, ça ne change rien. La castration arrive de la même façon, la question de la rivalité se pose de la même façon, et surtout maintenant avec le statut social, parce que dans le phallus, il y avait quand même cette idée je dirais, du statut social, le phallus social, la réussite sociale, etc. Et tant que les femmes étaient cantonnées je dirais, dans un statut de mineur, elles ne pouvaient pas elles avaient le rôle phallique uniquement maternel, ou dans la maison, alors que maintenant, les femmes, on le sait bien, peuvent accéder à toutes les fonctions sans aucune exception, et du coup elles sont prises dans la rivalité phallique. Mais la rivalité phallique, c'est le moteur aussi de la créativité, c'est le moteur de l'économie, c'est le moteur de la communication, donc c'est pas,
c'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit considérer comme pathologique. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je sais pas, on dit que par exemple les femmes hystériques sont surtout dans les sociétés patriarcales parce que la femme n'a pas d'autres possibilités pour s'exprimer et que dans les sociétés actuelles finalement contemporaines avec la diminution du patriarcat les femmes s'organisent plus sous la fonction de la névrose obsessionnelle. Donc, Il y a de plus en plus de femmes qui ont une névrose obsessionnelle. Effectivement, dans une rivalité phallique, je dirais plus assumée, quoi. Quelque chose comme ça. Puisque avant, c'était quand même peut-être sur deux domaines différents. C'est-à-dire que les hommes avaient une certaine organisation sociale et les femmes une autre, à la maison, avec les enfants, la maternité. La rivalité phallique se faisait là, mais je veux dire, cette répartition est beaucoup moins évidente, c'est vrai. Ouais, du coup, il y a plus de névrose obsessionnelle chez les femmes. Mais effectivement, elle n'y échappe pas, sauf que, encore dans Lacan, il dit bien que la femme rentre finalement dans le complexe d'Oedipe du fait de sa différence anatomique. En attendant le phallus du père, elle rentre comme ça dans le complexe d'Oedipe, alors que le garçon, c'est au contraire, il en sort. De cette manière-là, quand il se rend compte qu'il vaut mieux qu'il renonce au fait de posséder la mère pour préserver sous la menace de la castration. Narcissiquement son organe, on va dire ça comme ça, sous la menace de la castration. Alors c'est vrai que Lacan, ce qui est intéressant chez Lacan, c'est que le phallus n'est plus quelque chose qui se réfère complètement à l'anatomie, c'est insignifiant. C'est un membre fantôme. Voilà. Ni l'un ni l'autre ne l'a, ni les hommes ni les femmes. Très sécurisant pour lui. C'est un membre fantôme, et comme le membre fantôme, dans le syndrome neurologique, sont des gens qui ont été amputés du fait d'un accident ou de la guerre, on leur a enlevé, on leur a amputé une jambe, et ils souffrent de la jambe qui n'existe pas. Et c'est une vraie douleur, moi j'en ai vu. J'en ai vu. Et même on les soigne avec des antalgiques puissants, des opiacés. Et le seul remède, c'est l'hypnose. C'est vraiment un remède qui permet de baisser je dirais, les doses d'opiacés, de morphine. Et donc cette image est assez juste, c'est-à-dire que c'est un membre fantôme dont tout le monde se préoccupe, mais que personne n'a.